and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build. Filmez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Lolo de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler du plan de Donald Trump pour les Gazaouis, on va parler de Poupette Kenza, on va parler de la méga douille que vont prendre les auto-entrepreneurs et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une vidéo plutôt sympa d'après les commentaires. C'est la deuxième partie sur Julien Bert. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger en se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par parler de Donald Trump, le nouveau président des États-Unis qui a reçu le premier ministre israélien Netanyahou. Le monde attendait quand même beaucoup de Donald Trump. Quelle allait être sa position sur le conflit à Gaza, sur les agissements d'Israël depuis le début de cette guerre? Et les propos de Trump ont beaucoup choqué et inquiété la communauté internationale. On Earth, and right now I've seen every picture from every angle. And nobody can live there. You can't live there. So if we can build them through massive amounts of money supplied by other people, very rich nations, and they're willing to supply it. If we can build something for them in one of the countries, and it could be Jordan, it could be Egypt, it could be other countries, and you could build 4 or 5 or 6 areas. It doesn't have to be one area, but you take certain areas and you build really good quality housing, like a beautiful town, like someplace where they can live and not die, because Gaza is a guarantee that they're going to end up dying. The same thing's going to happen again. It's happened over and over again, and it's going to happen again as sure as you're standing there, Peter. So I hope that we could do something where they wouldn't want to go back. Who would want to go back? They've experienced nothing but death and destruction. If Egypt and Jordan tell you no, what will you do then? Well, I don't think they're going to tell me no. I don't think they're going to tell me. I think they're going to tell Biden no, and I think they're going to tell other people no. So you think it will happen at the end? I think there's a good chance. Yeah. How many people are you thinking about? All of them. I mean, we're talking about probably 1.7 million people, 1.7 million, maybe 1.8 million. But I think all of them. I think they'll be resettled in areas where they can live a beautiful life and not be worried about dying every day. Wait. No. Mr. President, Yeah. you support building settlements, Jewish settlements back in Gaza in the next years? Say it. Building settlements, Jewish settlements back in Gaza in the next year. Do you support this idea? I don't see it happening. It's too dangerous for people. Nobody can go there. It's too dangerous. Nobody wants to be there. Warriors don't want to be there. Soldiers don't want to be there. How can you have people go back? You're saying go back into Gaza now? The same thing's going to be death. The best way to do it is you go out and you get beautiful, open areas with the sunlight coming through, and you build something nice. And they are not going to want to. They are not going to want to go back to Gaza. Ah, c'est bien amené de faire croire que c'est fait pour eux, de parler à leur place. On dirait presque le valet de Netanyahou. Enfin presque. Hein. Profitons d'avoir parlé de Donald Trump pour faire cette magnifique transition et parler de Cyril Hanouna, qui sera présent le 22 février en présence de Donald Trump et de 40 milliardaires, dont Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Et lors de ce meeting, Cyril Hanouna prendra la parole pour parler de la liberté d'expression. Ouais, c'est pas une vanne. Pas sûr que ce soit la meilleure personne pour parler de ce sujet. On l'a déjà vu à de multiples reprises sur le plateau. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure. Non, sans rigoler. Comment ça va, mon chéri? Alors oui, parce que c'est pour savoir si je viens. Est-ce que je viens toujours le 18 février aux États-Unis? Alors c'est, il y a 2-3 petits changements. Ah. Mais, c'est magnifique. Ah, j'adore le dire. Alors, non, c'est quoi le bail? C'est génial. alors les équipes de Trump, ils veulent te recevoir
pas le 18 parce qu'il y aura du monde le 18, mais ils veulent te recevoir le 22 en privé. Il y a un dîner privé où Trump reçoit uniquement 40 milliardaires américains, etc. Et tu seras de ce dîner. Et C'est quoi le rapport? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Il faudra sûrement que je prenne la parole. Sûrement que tu prennes la parole pour parler de la liberté d'expression, etc. Il y aura Musk, il y aura Jeff Bezos et Zuckerberg. Et il faudra que tu parles un peu de ta vision et tout. On compte sur toi, donc bon, appelle-moi après. Non, le 22, le 22. Je te brief. Le 22, ouais, le 22 au soir. En anglais, on sera 50, on sera une cinquantaine. Bah, tu peux dire à Donald. Mais je dors où? Je dois prendre un hôtel, un truc? Je m'occupe de tout, Et quand j'arrive à l'aéroport, je suis escorté quand même? Escorté par la police du début à la fin, on s'occupe de toi, il n'y a pas de sujet. Donald est au courant pour la police? Il est au courant, c'est lui qui t'envoie sa propre sécurité. Oh. Des sous-notes. Bon, merci, d'accord. Bon, alors, je serai là, mon chéri, donc c'est le 22. Je pars le 22, donc. Quel jour? Le 22, c'est un quoi? C'est le 22, c'est un quoi? Samedi soir. Ah, magnifique, donc je vais manger là-bas samedi soir. Bah, magnifique. Et je reste jusqu'à dimanche, je reste à Miami là-bas. C'est samedi? C'est ça. Non, le 22. Le 22. Ouais, dîner. Ah donc je te pars le 21, donc je vais partir le vendredi. Parfait. Et je rentre le dimanche, Okay. c'est parfait. C'est Shabbat. Et ben on fait ça. Ok, super, je viendrai te chercher le vendredi à l'aéroport avec l'escorte policière. Magnifique, allez. On va rester sur C8 avec l'émission Pascal, Eric et Yann. Et dans l'émission, Eric Nolot a donné son avis sur les tatouages et sur les personnes qui en ont. Et comme d'habitude, Eric Nolot a fait son vieil aigri. C'est compliqué de répondre à ce genre de questions parce que d'un côté, ça m'échappe, d'un autre, je comprends. Oui. Ce que je comprends, c'est que tout ce qui était marginal est devenu central. Auparavant, le tatouage, c'était quelque chose de marginal. Qui est-ce qui se faisait tatouer? C'était les délinquants. Voilà, c'était un signe qu'on appartenait à une mafia. D'ailleurs, ça se fait encore. Hein, En prison, ça se fait dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas toujours extraordinaires. Mais j'imagine bien, oui. c'était les gens de mauvaise vie qui se faisaient tatouer. Maintenant, c'est la petite bourgeoise qui vient se faire tatouer. Moi, ce qui m'intéresse pour faire la liaison avec le sujet sur Simone, c'est que je voudrais bien savoir ce que ça donne à 99 ans, ce genre de tatouage. Moi, ça me fascine toujours. Avec la peau bien fripée, là, je pense que ça va être beaucoup moins joli. Simone n'a pas la peau fripée. Non, mais il n'y a plus que la pendule qui sera là. Voilà, non, mais ça, je comprends. En revanche, cette rage de suivre la mode, je ne comprends pas. Moi, la plupart des choses que je n'ai pas faites, c'était parce que tout le monde les faisait. Je n'ai jamais fumé parce que, quand on est ado, tout le monde fumait. Je ne me suis jamais drogué parce que quand j'étais ado, non pas tout le monde se droguait, mais beaucoup de gens se droguaient. Et là, il y a une mode et les gens n'ont pas assez de personnalité pour y résister. D'autant qu'il n'y a pas de limite. En effet, les parties intimes, quand même, il faut quand même pousser le truc écoutez, quand même assez loin. loin. On va parler de ce professeur. Vous savez, souvent, il est souvent interviewé, ce professeur des écoles qui est entièrement tatoué partout la langue. Enfin, c'est incroyable. On va en parler dans un instant. Des formules de maths qui s'est tatouées pour que les élèves puissent suivre. Non, c'est assez loin de ça. Donc, je ne comprends pas ce côté grégaire de l'humanité, comment ces modes peuvent s'imposer. Et surtout, c'est les ruses du capitalisme, parce qu'on arrive à convaincre les gens que c'est leur liberté alors qu'ils ne font que suivre la mode. Et tout ça, quand même, vous n'avez pas mentionné le chiffre d'affaires, mais c'est pas négligeable. Hein. Non, c'est énorme. Ça représente des millions et des millions d'euros chaque année. Déjà, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas commencé par dire que les personnes tatouées étaient très mal vues avant, dans le monde du travail et même dans la société. Et ça, forcément, ça a joué. Et aujourd'hui, c'est rentré un petit peu plus dans les mœurs et c'est accepté. Et c'est une des raisons qui fait que les gens se sentent libres de pouvoir se tatouer sans en subir des conséquences. Je trouve ça fou de voir une personne comme Eric Nolot, qui se considère intellectuellement au-dessus des autres, presque affirmer que si les personnes se tatouent, c'est par mode. Tu la sors d'où, celle-là? Genre, t'es allé interroger toutes les personnes tatouées dans le monde, tu leur as demandé pourquoi vous vous êtes tatoués, et ils t'ont répondu « Bah parce que c'est la mode ». Il y a quand même plus de chances qu'une personne qui se tatoue quelque chose sur sa peau et qui va rester à vie, le fait parce que ça lui plaît, plutôt parce que c'est une mode. Puis Monsieur Nolot vient nous donner des leçons de liberté en nous disant, voilà, on arrive à convaincre les gens que c'est ça la liberté, alors qu'ils le font pour suivre la mode. Par contre, dans le même temps, il nous dit qu'il y a plein de choses qu'il n'a pas fait parce que tout le monde les faisait. Bah, du coup, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'est de faire ce qui nous plaît. Peu importe si beaucoup de personnes le font, ou peu de personnes. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'influenceuse Poupette Kenza. Elle est sortie récemment de prison. Et là, elle est de nouveau dans une petite polémique.
L'année 2025 commence mal pour Poupette Kenza. Tout juste sortie de prison il y a quelques mois, l'influenceuse de 24 ans doit désormais faire face à la fermeture de son salon de bronzage situé à Rouen. En effet, selon les informations de Paris-Normandie, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de son établissement ce mardi 28 janvier. Ouvert en 2022 et géré avec son compagnon Alan, le salon Ocean Time était déjà dans le viseur des autorités et avait dû fermer à 2 reprises sur décision administrative. Les contrôles menés dans l'établissement auraient révélé plusieurs infractions graves, dont notamment la présence d'une hôtesse d'accueil non déclarée, ainsi que l'absence de déclaration sociale pour 7 employés du salon entre juin 2022 et octobre 2023. À cela s'ajoute une dette fiscale et sociale de 99 283 €, des loyers impayés de plus de 8 000 €, ainsi qu'une condamnation par le Conseil des prud'hommes en juillet 2024, obligeant le couple à verser plus de 19 000 € à une ancienne employée. Face à ces difficultés, le tribunal a donc acté la liquidation du salon, une décision à laquelle Poupette Kenza n'a pas encore réagi. Depuis sa sortie de prison et la naissance de son 3e enfant, l'influenceuse s'est en effet faite très discrète sur les réseaux sociaux. Ce qui est drôle, c'est que quelques temps auparavant, elle avait dit ça. Que de la mythomanie, des suppositions, de l'invention. Et là, en l'occurrence, c'est totalement faux. Alors, je vous explique, c'est hyper simple. Il y a une semaine de ça, on a eu un contrôle au salon de Juvet. Donc moi, je suis en règle sur tout de A à Z. Souvent, sur cette chaîne, je suis taxé et catégorisé comme un gauchiste. Juste parce qu'en fait, je m'oppose au racisme. Donc du coup, par extension, si je m'oppose au racisme et qu'on me considère comme un gauchiste, est-ce que du coup les gens à l'opposé sont racistes? Je sais pas, je pose ça là. Ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais parlé d'économie, donc personne ne sait ce que je pense à ce niveau-là. Et j'ai toujours dit que j'étais apolitique et je vois pas pourquoi je mentirais. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est jamais évident de décrire notre vision de la France. Pourtant, j'ai trouvé une petite vidéo d'un combattant MMA que j'aime beaucoup, Nassourdine Imavov, et je me retrouve énormément dans sa vidéo, donc voici ma vision de la France. Я представляю Кавказ, Дагестан, земля воинов, мои предки. Là, on apprend à se battre dès l'enfance, à ne jamais rien attendre des autres, à tout donner. Je porte l'honneur de ces peuples, ces familles forgées par la lutte et l'adversité. Je représente les parents immigrés qui sacrifient tout pour leurs enfants. Ces héros invisibles qui se lèvent chaque matin, loin de leur confort, leur sacrifice, mais espèrent à ne jamais flancher. Je représente ceux qu'on oublie, les banlieusards, les zones rurales, les négligés de la société, ceux qu'on méprise parfois. Ils ne se laissent jamais briser par les obstacles. Je représente les braves, les dignes et les gens d'honneur. Ceux qui luttent pour ceux qu'ils croient être bons. Qu'ils soient riches, pauvres, célèbres, inconnus, blancs ou basanés, peu importe. Je représente au-delà d'un drapeau ou d'un papier. Je représente ma France. Bon, là maintenant, on va parler un petit peu économie. François Bayrou, il a glissé un truc dans l'orifice des auto-entrepreneurs. C'est quelque chose. Alors, déjà, depuis le 1er janvier 2024, il y a une loi qui prévoit que les cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs vont passer de 21,1 à 26,1 au 1er janvier 2006. Donc, plus 5%. Cette augmentation serait là pour garantir les droits à la retraite complémentaire pour les auto-entrepreneurs. On va y croire. Voilà, on n'a pas le choix, on va y croire. On se donne rendez-vous dans 40 ans, même jour, même heure, même pomme. Avec le projet de loi Finance 2025, qui a été confirmé par le déclenchement du 49.3, François Bayrou a inclus une modification du code des impôts. Cette modification, c'est pour réduire le seuil de TVA à 25 000 €. C'est-à-dire qu'avant, les artisans, commerçants, prestataires de services, comme moi au final, on pouvait faire 37 500 € sans être assujetti à la TVA. Aujourd'hui, avec le seuil baissé à 25 000 €, mais vous avez un seuil majoré à 27 500 €, eh bien, si vous faites le même chiffre d'affaires qu'avant, c'est-à-dire 37 500, eh bien, vous avez dépassé le seuil de 10 000 € et sur ces 10 000 €, vous allez payer 20% de TVA, donc 2 000 €. Cette mesure va être mise en place à partir du 1er mars 2025 et va impacter 250 000 auto-entrepreneurs. Vous avez compris que l'objectif, c'est de réduire le déficit. Les auto-entrepreneurs pourraient pleurer à la télévision, et malheureusement, les auto-entrepreneurs n'ont pas la puissance de frappe de Bernard Arnault. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti une vidéo sur Julien Bert, la partie 2. N'hésitez pas à aller voir ça. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Lolo de la Mousse vous salue. Ouais, c'est Mousse.
course, course. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.